Salut à tous, aujourd'hui on s'intéresse à la référence 75316, le chasseur mandalorien. Ce set sorti avec la vague d'août compte 544 pièces et se vend à un prix public de 60€. Tout droit sorti de la saison 7 de The Clone Wars, ce vaisseau assez inhabituel sous la forme Lego a toutefois beaucoup de choses à nous montrer, alors sans plus attendre, place à la review. Si tout au long de la guerre des clones on a souvent eu l'occasion de voir l'intrigue passer par Mandalore, c'est drastiquement moins le cas chez Lego. Jusqu'ici, le seul chasseur mandalorien qu'on ait pu voir était celui de Pre Vizsla. L'ancien leader des Death Watch, le clan banni des Mandaloriens, a vu son chasseur personnel disponible en 2012 avec une centaine de pièces en moins. D'une taille similaire, on voit quand même au premier coup d'œil le meilleur rendu de cette nouvelle version grâce au schéma de couleurs plus varié et les nouvelles pièces mises à disposition entre les 10 années qui séparent les modèles. Concernant le design du vaisseau, la première chose qui frappe, c'est la très proche ressemblance au modèle original. La forme et les couleurs sont d'une précision sans faille, et seule l'échelle ne correspond pas. Ce chasseur faisant également office de transport de troupes, il est donc beaucoup plus imposant en réalité, mais étant donné que ce modèle mesure déjà une trentaine de centimètres, il aurait vraiment été difficile à réaliser sans en augmenter drastiquement le prix. La principale fonctionnalité du vaisseau, c'est bien évidemment tout le système central qui permet de reproduire la rotation des ailes. C'est en fait le cockpit qui est relié au reste du vaisseau par un joint central. Une fois recouvert, il ne peut plus que pivoter sur lui-même et retranscrire le mouvement original. De plus, le joint est suffisamment solide pour que le cockpit reste dans la position choisie. Il est d'ailleurs suffisamment spacieux pour accueillir nos deux Mandaloriens. La verrière correspond tout à fait au niveau de la forme et accueille 3 stickers angoissants à poser sous peine de ruiner complètement l'aspect de celui-ci. J'ai également un peu de mal avec la tuile ajoutée sur le dessus, dont on pourrait facilement se passer. Ces problèmes sont toutefois mineurs quand on se concentre sur les côtés et qu'on remarque les 2 trous béants. C'est assez inexplicable d'avoir laissé ces fentes alors que le modèle précédent avait facilement traité cette partie du vaisseau. Autrement, l'avant du vaisseau est semblable à ce que l'on voit à l'écran et les 2 canons avant sont présents. À l'arrière du vaisseau, on retrouve la moitié des canons rotatifs puisque pour une raison inconnue, un seul d'entre eux a été intégré. Les détails sont un peu minimalistes vu l'échelle, mais globalement on retrouve tout de même une certaine ressemblance avec un sticker juste au-dessus du canon et une pseudo-rampe d'atterrissage bien située, mais d'où aucune figurine ne peut entrer ou sortir. Les ailes sont superbement modélisées malgré la complexité de la forme du vaisseau et les couleurs utilisées sont magnifiques. L'assemblage de plaques correspond lui aussi fidèlement à la disposition des couleurs sur la carlingue. Le rendu est moins fameux vu du dessous, mais le résultat reste tout de même correct. Aux extrémités, 2 stickers complètent le design juste au-dessus des réacteurs qui ont été représentés en jaune. Rien à redire sur ce choix puisqu'à l'écran ils apparaissent dans différentes couleurs et le jaune en fait partie. Les lance-missiles sont toujours présents et s'intègrent bien au reste, même si les lasers dépassent un peu quand ils sont chargés. Il faut également souligner que les ailes sont 2 constructions indépendantes du reste du vaisseau puisqu'elles sont reliées à des mécanismes permettant de passer du mode vol à la position d'atterrissage. Malheureusement, cette configuration n'est pas très attrayante puisque le nez du vaisseau n'a pas le pied censé le soutenir. Il tombe donc inexorablement vers l'avant et le résultat est assez décevant. Au final, on se retrouve avec un problème similaire à celui du Havoc Marauder. On nous propose un vaisseau qui a vraiment fière allure mais qui n'offre pas la possibilité de l'exposer sous son meilleur jour, alors que quelques pièces supplémentaires auraient suffi, surtout que le point d'équilibre du vaisseau est relativement facile à trouver. De cette façon, on pourrait profiter de la meilleure face des ailes tout en mettant en scène la principale caractéristique du set. Autrement, on doit subir l'absence des trains d'atterrissage et quelle que soit la position, le vaisseau a l'air un peu à l'abandon avec son nez qui touche le sol. Ça faisait un moment qu'on attendait l'inclusion de Bo-Katan dans un set et on peut enfin se réjouir. Relativement présente dans l'intrigue des séries animées et surtout des arcs consacrés à Mandalore, Bo-Katan fait également quelques apparitions en live action dans la 2e saison de The Mandalorian sous les traits de Katee Sackhoff. En revanche, on obtient bien son apparence de la saison 7 de The Clone Wars. C'est facilement vérifiable grâce à la peinture de son casque qui est plus détaillée que lorsqu'elle faisait encore partie des Death Watch. Enfin, elle diffère de sa version live action au niveau de l'armure qui perd les 2 lumières jaunes situées sur l'extrémité de son armure. Son visage comporte 2 expressions, l'une souriante et l'autre déterminée. J'aurais émis quelques réserves sur le premier choix puisque Bo-Katan reste un personnage plutôt froid qui prend rarement le temps de se détendre durant ses combats pour la liberté de Mandalore. Son serre-tête est lui aussi très détaillé, mais se retrouve un peu caché par les cheveux fournis avec le personnage. Le rendu diffère légèrement de son apparence à l'écran, mais c'était clairement assez difficile de faire mieux ici. On perd également la cicatrice qu'elle a au front, mais la raison de son exclusion paraît assez évidente. La figurine s'est donc fait attendre, mais ça en valait la peine puisque tous les détails possibles sont là. On aurait pu pousser la perfection encore un peu plus avec des tampographies sur les bras, vu qu'elles semblent de plus en plus nombreuses récemment. Ça ne change tout de même pas grand chose au résultat qui est très satisfaisant. Le loyaliste mandalorien fait partie des troupes d'assaut de Bo-Katan pour reconquérir Mandalore.
Cette armure était déjà visible dans la saison 5 de The Clone Wars et elle refait très brièvement son apparition pour la saison 7. L'armure est très fidèlement retranscrite et le casque reprend lui aussi le symbole vu à l'écran. Les designers ont décidé de ne pas lui attribuer de visage. Alors certes, ce n'est pas un personnage unique puisque sur certains plans de la saison 5, on peut apercevoir cette armure portée par plusieurs Mandaloriens, mais on peut également voir l'un d'eux sans casque. Malgré tout, la figurine en elle-même n'a rien à envier à son modèle d'origine et tout est reproduit avec une précision largement suffisante pour un personnage d'arrière-plan. Le super commando mandalorien Gar Saxon est l'antagoniste du set. En compagnie de Rookcast, c'est lui qui libéra l'ancien seigneur Sith Dark Maul de la flèche de Spear après la défaite de celui-ci face à Dark Sidious. Resté loyal à Maul et au Death Watch, Saxon participa à plusieurs batailles sous ses ordres jusqu'au siège de Mandalore. Il finira par plier face aux assauts de la 332e compagnie d'Ahsoka Tano et des loyalistes mandaloriens de Bo-Katan avant d'être arrêté. Sa figurine dispose d'un tout nouveau modèle de casque magnifique qui reprend très bien les caractéristiques du modèle vu à l'écran. Le seul point qui a semblé divisé concerne les cornes qui sont censées être un peu plus longues et fines. Mais si on garde à l'esprit les contraintes que ça aurait pu apporter au niveau de la solidité, je ne vois pas comment ça aurait pu être mieux réalisé autrement. Comme pour toutes les autres figurines du set, les imprimés de son armure et de son casque sont impressionnants et représentent parfaitement le personnage. Son visage capte bien l'expression hautaine de Saxon, mais la figurine manque cruellement d'une coupe de cheveux. Il a beau avoir une coupe assez courte, celle utilisée pour Antok Merrick aurait très bien pu faire l'affaire. Le résultat aurait plus ou moins été le même que pour Tech du Bad Batch qui a également les cheveux bien plus épais en tant que figurine. Le point qu'on peut soulever ici, c'est comment un vaisseau a pu autant s'améliorer tout en sacrifiant des points importants de son design global. Même si le modèle de 2012 était honorable pour l'époque, ce nouveau modèle est sans aucune contestation bien plus fidèle et beaucoup plus détaillé, ne serait-ce qu'au niveau de la forme des ailes. Mais curieusement, le chasseur mandalorien de Previsla compte bien tout ce qui aurait pu rendre le nouveau parfait. Pas de faille au niveau des cockpits, 2 canons à l'arrière et surtout un train d'atterrissage à l'avant. A mon avis, le set aurait mieux fait de consacrer un peu moins de pièces au rendu de la carlingue plutôt que de faire l'impasse sur ces points. De plus, il aurait sûrement suffi d'une trentaine de pièces tout au plus pour corriger le tout. En conclusion, il faut tout de même reconnaître que ce chasseur mandalorien rend vraiment hommage à son modèle d'origine et reste, malgré ses défauts, une pièce vraiment intéressante de cette vague d'août. Le compromis entre l'échelle et les détails est correct et la jouabilité du set est assurée par des fonctionnalités qui s'accordent à ce qu'on pouvait attendre de lui. Malgré la grande manœuvrabilité du vaisseau, il est vraiment solide et on ne se fait pas de frayeur à le manipuler. Pour les collectionneurs, il faudra passer par d'autres solutions afin de profiter un maximum de ce qu'offre visuellement le vaisseau. Côté figurine, c'est une réussite quasi totale et seuls les plus pointilleux auraient pu réclamer une figurine un peu plus ambitieuse que le loyaliste, avec pourquoi pas Ursa Wren, Rookcast ou encore l'ancien Premier ministre Almec. Personnellement, même si les défauts soulignés sont relativement dérangeants quand on en parle, je suis satisfait du rendu final exposé et ces quelques détails passent rapidement à l'arrière-plan. Toutefois, j'espère vraiment que ce genre de mission de détail ne se reproduira pas trop souvent puisque ça ternit assez inutilement le tableau qui est pourtant si positif à la base. Merci d'avoir suivi cette review, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo pour soutenir la chaîne et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.